Le meurtre d'une surveillante par un collégien à Nogent le 10 juin dernier a fait réagir toute la classe politique, y compris le gouvernement. Ainsi, le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins affirme, je le cite, « Au-delà du fait divers, c'est bien la souffrance psychique qui est visée et qui ne doit plus rester sans réponse », en référence à d'autres événements graves survenus ces dernières semaines. Un plan ambitieux présenté le lendemain propose des solutions dans cette année où la santé mentale a été décrétée grande cause nationale. Chez les jeunes, il y a urgence. Les indicateurs sont au rouge. Anxiété, pensée suicidaire, tentative de suicide, passage aux urgences, troubles alimentaires, addiction, les chiffres sont alarmants. On a beaucoup évoqué la pandémie de Covid-19 pour les expliquer, mais c'est vrai que cette crise a été souvent délétère pour les jeunes. Mais force est de constater que si le choc du Covid et de ses confinements s'éloigne, la demande de soins chez les jeunes adultes comme chez les adolescents ne faiblit pas. La faute aux conflits armés, aux attentats, à la crise climatique, à la pression scolaire ou aux risques liés à Internet et à un accès précoce et sans limite aux réseaux sociaux, tout peut jouer à cet âge où le psychisme est particulièrement mis à rude épreuve et où, outre ces troubles, des maladies psychiatriques comme la schizophrénie peuvent apparaître. Comment comprendre réellement cette dégradation de la santé mentale des jeunes ? Certains sont-ils plus à risque que d'autres ? Comment repérer ces troubles le plus tôt possible ? Et que leur proposer alors que les solutions d'accueil, de soins et d'accompagnement n'ont jamais été si faibles ? On en parle avec le professeur Marie-Rose Moreau. Marie-Rose Moreau, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris-Cité, chef du service de la Maison de Solène, auteur de Nos enfants demain, c'est chez Odile Jacob, et co-auteur de Et si nous aimions nos adolescents, alerte ados en souffrance chez Bayard. Vous êtes également directrice de la revue transculturelle L'Autre. Vous avez créé d'ailleurs en 1998 le premier diplôme de psychiatrie transculturelle, on va y revenir. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et de l'Académie de médecine. J'ai à peu près tout dit, ça va, il reste des choses, mais c'est les principales. Exactement. Alors déjà, pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est la santé mentale ? Alors, la définition de la santé mentale, on utilise souvent celle de l'OMS, c'est-à-dire un sentiment de bien-être, de capacité à fonctionner, à prendre plaisir à vivre et à utiliser l'ensemble de ses compétences. Donc, la santé mentale, c'est un état de base qui nous permet finalement d'être chacun ce que nous sommes et de pouvoir mener sa vie relationnelle, affective, scolaire, cognitive et sociale. Quand on parle de troubles de la santé mentale, on pense bien sûr anxiété, dépression. Il y a bien d'autres choses. Oui, alors pour la santé mentale, et en particulier celle des jeunes, la question de la dépression est au cœur des problèmes, avec les idées suicidaires qui vont venir dans un second temps, ou alors des expressions de cette dépression qui sont multiples, qui sont même aussi somatiques, par exemple. Bon, il y a la dépression, il y a les troubles anxieux sous toutes ces formes, là aussi. Les troubles du comportement alimentaire, qui, ces dernières années, ont beaucoup rajeuni. C'est-à-dire qu'avant, les troubles du comportement alimentaire, type anorexie de la jeune fille pubère, c'était autour de 15 ans. Et maintenant, ces troubles apparaissent beaucoup plus tôt, avant même 9, 10 ans, voire 8 ans, enfin vers la fin vraiment de l'école primaire, et donc avant même la puberté. Et donc, d'ailleurs, il y a même certains chiffres qui montrent aussi que les pensées suicidaires surviennent chez des jeunes de plus en plus jeunes. Alors, oui, il y a des évolutions de la pathologie. Oui, les idées suicidaires et même les comportements, mais surtout les idées suicidaires apparaissent maintenant aussi avant l'adolescence. Et là aussi, on considérait que c'était quelque chose qui apparaissait avec la question identitaire de l'adolescence. Et aujourd'hui, on peut le voir chez des petits. Mais vous voyez, que ce soit des idées suicidaires ou des troubles du comportement alimentaire chez les petits, ça va avoir des conséquences énormes sur leur développement, leur taille, leur bonne santé physique, la manière de voir le monde. Donc, c'est l'évolution. Il y a l'aspect statistique. Énormément de pathologies, et j'ai pas tout cité. Il y a aussi les phobies scolaires, toutes ces situations, tous les troubles du comportement, enfin les attaques de soi et parfois des autres. Donc il y a énormément. Donc oui, il y a une augmentation statistique de ces troubles, mais en plus, ils rajeunissent. Et ils ont des conséquences sur l'ensemble de la santé de nos enfants et de nos adolescents. Alors, on va rester aujourd'hui donc sur la santé mentale des adolescents. Pourquoi cette période est
particulièrement spécifique parce que, avant tout, ils sont vulnérables? Alors, oui, les adolescents sont en phase de transition, ils sont en phase de construction. Alors, nous savons aujourd'hui que la maturation cérébrale, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, au-delà des 18 ans légaux, mais jusqu'à 25 ans, donc les aires cérébrales, et en particulier la maturation la plus tardive, c'est tout ce qui permet l'inhibition, disons la tempérance, ce qui permet par exemple de maîtriser l'impulsivité. Donc ça, jusqu'à la fin, jusqu'à 25 ans. Donc, et après, on commence à régresser. Mais jusqu'à 25 ans, il y a un développement et tous les circuits neuronaux se mettent en place. Après, il n'y a pas que ça. Il y a sur le plan psychologique, au sens de la construction identitaire. Et effectivement, les adolescents, à la fois, ils doivent compter sur eux-mêmes et donc développer les capacités à se penser, à se protéger, à penser les autres, leurs valeurs. Donc, tous ces éléments identitaires, les éléments somatiques et l'interaction entre les deux. Donc, c'est un moment complexe. Et ce qui est peut-être le plus complexe, c'est que c'est un moment où l'adolescent, dans sa stratégie d'autonomisation, il fait des expérimentations, des essais, des erreurs. Donc, il y a des choses qui vont se passer à ce moment-là, qui vont lui permettre d'apprendre à devenir adulte. Et alors, est-ce que le regard porté par les adultes, et notamment par les parents, mais pas uniquement, c'est le même aujourd'hui que la génération précédente, ou est-ce qu'aujourd'hui, éventuellement, on attend trop de nos ados? Alors, ça, les études le montrent bien. Je pense qu'on attend trop de nos ados, au sens de, on imagine ça va se passer comme ça, et à la moindre, si l'adolescent ne se comporte pas exactement comme on le souhaite, on est déçu. On voudrait qu'il soit le meilleur violoniste, le meilleur mathématicien, le meilleur footballeur en même temps. Tout ça en même temps, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il y a cette notion de déception. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, me frappe beaucoup, et je pense que ça fait énormément de mal à la fois aux parents et aux adolescents, c'est que à la génération d'avant, les parents pensaient qu'en gros, leurs adolescents, quelles que soient les classes sociales, ces adolescents allaient être mieux qu'eux. Ils allaient, le fameux ascenseur social, ouais. La transformation, on allait à l'école plus longtemps, voilà, il se passait des choses positives à la génération d'après. Et aujourd'hui, pour des raisons essentiellement sociétales et mondiales, mais tout particulièrement les Français, on imagine que demain, c'est l'horreur, que demain, c'est négatif, que demain, il va rien se passer et que l'avenir de nos adolescents est bouché, l'avenir de notre jeunesse. Donc, ils nous déçoivent. Des fois, ils nous font peur quand ils appartiennent à des classes sociales défavorisées. Et puis, en plus, on pense qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc là, ça met le devenir de ces adolescents dans une perspective tellement tragique. Et alors, si on compare, moi, j'aime beaucoup comparer ce qui se passe pour nous à des sociétés italiennes ou espagnoles, c'est-à-dire le Sud, et pas... Parce qu'on se compare souvent... Toujours au Nord. Au Nord, et en fait, on n'est pas organisé de la même façon. Mais si on se compare au Sud, où c'est vraiment très proche, eh bien, si vous regardez les parents espagnols, les parents italiens, ils n'ont pas du tout cette vision extrêmement négative. Ils continuent à penser que leurs enfants, c'est les meilleurs, qu'ils vont, en gros, qu'ils vont avoir des opportunités dans leur pays ou ailleurs, puisqu'il y a cette notion du monde, et que, en gros, demain existe pour eux et qu'il va d'ailleurs même falloir passer la main. Alors que nous, les Français, pour une raison d'organisation de notre société et de nos pensées collectives, nous n'avons pas cette idée du devenir un peu heureux. Vous avez parlé de classe sociale. Est-ce que, plus largement, est-ce qu'il y a des populations de jeunes plus à risque que d'autres, comme les plus précaires, certes, mais aussi les enfants de migrants? Ah oui, alors ça a été, et encore... L'UNICEF, le rapport des défenseurs des enfants de ces dernières années, montre que les conditions de vie entraînent énormément de vulnérabilité. La pauvreté, les enfants pauvres, alors là, qui ont beaucoup plus de psychopathologie que les autres. Donc là, c'est la classe sociale. Les enfants de migrants, et là, il y a encore un rapport qui montre que les enfants de migrants sont discriminés dans leur parcours de soins et que nous n'accueillons pas
pas bien, non seulement ces enfants, nous, les professionnels de santé, et les parents et leurs enfants. Les enfants de l'aide sociale à l'enfance, de la PJ, toutes ces grandes institutions qui protègent les enfants qui sont placés ou qui ont des mesures éducatives, eh bien, tous ces enfants ont un accès aux soins, les minorités aussi sexuelles. Tout ce qui concerne la question du genre ou des sexualités, ces enfants aussi. C'est très étonnant d'imaginer qu'encore dans notre société, ils subissent des discriminations. Mais il y a beaucoup d'enfants discriminés. Et donc, oui, moi, je suis particulièrement préoccupée que nos systèmes de soins... Alors, l'information... Alors, pour les enfants de migrants, par exemple, c'est l'information dans la langue de leurs parents. Mais pour les autres, c'est tout simplement qu'ils puissent imaginer qu'on peut amener l'enfant quelque part pour être soigné. Et puis, donc, que nos systèmes de soins soient sensibles à ces questions, soient humbles aussi, et laissent toute la place aux parents. Même pour les enfants placés qui vivent dans des situations très conflictuelles, souvent très, très complexes, il faut s'occuper bien sûr de l'enfant et toujours aussi des parents pour imaginer que ça change. Mais c'est clair que les chiffres qui sont mauvais, on l'a dit, des pensées suicidaires, des gestes suicidaires, de l'anxiété, de tous ces phénomènes concernent très globalement les jeunes. Et on a évoqué différents facteurs pour comprendre ce mal-être aujourd'hui. La crise du Covid a certainement joué. Est-ce que ça a été un tournant ou un accélérateur des problèmes ? Alors, on a beaucoup regardé les courbes, on a beaucoup travaillé. À l'INSERM, où je suis, on a aussi beaucoup réfléchi sur ces questions. Il semblerait que, oui, le Covid a eu des conséquences directes et en particulier des conséquences spécifiques pour les jeunes. On les connaît, c'est au début, cette culpabilisation, c'est eux qui propagent le virus alors qu'ils ont été plutôt... Ils ont plutôt été réglo, très honnêtement. Non, mais bien sûr, mais voilà. Moi, je suis plutôt impressionnée par la façon dont ils se sont comportés. Mais moi aussi, mais je pense que c'est nos projections négatives sur eux qui font qu'on a vu ça. Après, ils ont subi le confinement et les effets du confinement, plus que les adultes qui ont trouvé des stratégies en fonction voilà. Mais les adolescents, il fallait qu'ils restent à la maison avec leurs parents ou avec des substituts ou dans leur foyer quand ils étaient placés. Et cette nécessité d'autonomisation, de séparation, d'expérimentation, ils l'ont pas eu une fois, 2 fois, et donc les conséquences pour eux étaient importantes. Mais si vous regardez là de manière un peu plus macro, la question des besoins en santé mentale et des demandes, parce que c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, on peut avoir besoin sans y aller, mais admettons, il y a les deux. On voit effectivement qu'il y avait une augmentation et des besoins et des demandes avant le Covid. Le Covid, ça a désarticulé les courbes. Et puis, il y a eu une augmentation de certaines pathologies, par exemple anxieuses, diminution des idées suicidaires, mais augmentation énormément des troubles anxieux vers la fin de la vague et des confinements. Et puis ensuite, ça a repris la courbe qui existait avant, en fait. Donc, le Covid a été peut-être un accélérateur, sans doute pas un révélateur. Mais on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment pris conscience de cette souffrance à ce moment-là et qu'il a fallu récemment des études, des chiffres et voilà ces drames que l'on évoque et qui sont repris du coup brutalement par la classe politique pour mesurer l'état de santé grave de nos jeunes. Alors oui, sur la question de points, parce que sur la question de la santé mentale des adolescents à l'école, c'est une question de fond. Et c'est une question sur laquelle il y a eu un nombre de rapports absolument. J'en ai fait un, mais il y en a eu plein. Et donc l'idée que l'école est un lieu où à la fois la souffrance des adolescents se révèle, mais en même temps, elle se révèle parce qu'il y a tout là. Il y a le rapport aux autres, le rapport au savoir, le rapport aux enseignants. Il y a la pression scolaire, bien sûr. Bien sûr, la pression scolaire, il y a tout. Donc du coup, ça se révèle. Un adolescent qui va pas bien, il va être en difficulté, soit pour apprendre, soit pour parler à ses enseignants, soit pour être avec ses camarades, soit même pour vivre en communauté. Donc là, l'école était un révélateur de la souffrance de certains de ces adolescents. Et puis, mais en même temps, c'est un lieu où on crée de la souffrance. Parce que certains adolescents ne sont pas adaptés, parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a du harcèlement, il y a de la discrimination. Il y a du harcèlement, il y a de la discrimination. Mais justement, on a l'impression qu'avant... Il y a de la solitude.
Oui, et ils parlent beaucoup dans les enquêtes qu'on fait auprès des jeunes, ils évoquent très souvent ce sentiment de solitude, ce qui est quand même très particulier, alors qu'ils sont en plus hyper connectés, on se dit que c'est un peu étonnant. Mais on a l'impression qu'avant, quand ça se passait mal à l'école et qu'on rentrait à la maison, on était dans une petite bulle de bien-être, de réconfort, et il y avait ce passage entre deux mondes. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand ils rentrent chez eux, soit la pression scolaire des parents, soit les réseaux, soit tout ce qui se passe dans les images qu'ils voient, que ce soit les attentats, les guerres, les crises climatiques, ils sont jamais tranquilles en fait maintenant. Alors, oui, alors c'est vrai que, avant, l'école pouvait être, un lieu très sécure, très très sûr pour les enfants, un lieu peut-être un petit peu hors aussi des difficultés. Donc et après on rentrait à la maison. Si à la maison, on avait la chance de pas avoir, de Voilà, difficultés, parce que certains retrouvaient des conditions de vie ou des conditions familiales très, très difficiles. Donc à ce moment-là, effectivement, c'était un lieu, un havre de paix mmh, l'école, et puis à la maison, on pouvait retrouver des conditions favorables. Mais attention, déjà avant, il y en a qui ne retrouvaient bien pas sûr. ces conditions favorables. Aujourd'hui, c'est vrai que l'école est déjà perçue par tout le monde, comme beaucoup moins sécure. Et juste une petite remarque sur cette question de la solitude des collégiens et Mmh. des lycéens, c'est que vraisemblablement, notre système scolaire était avant organisé, donc il y a une génération, hein, organisé sous forme de classes d'âge. C'est-à-dire on était dans une classe, Mmh. on grandissait avec cette classe et il y avait, une solidarité, on s'appuyait les uns sur les autres, pour grandir et on grandissait tous ensemble. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Vous êtes dans des stratégies que moi je considère comme libérales, vraiment à l'école, c'est-à-dire chacun avec ses options, en plus, il y a des choses à l'extérieur qu'on peut faire pour être plus fort en anglais ou etc. Mais on se retrouve après des mille et une options. Donc on se retrouve à la fin en terminale. On a grandi pas du tout, pour ceux qui ont la chance d'aller jusqu'en terminale, mais on ne se retrouve pas du tout dans un groupe. Et les lycéens, mais les collégiens le disent également dans les études, ils ont un sentiment vraiment de solitude absolue et un sentiment que tout dépend d'eux. Donc si Bien évidemment ils sûr, réussissent pas, c'est de leur c'est de leur faute. faute. Et ils ont une estime d'eux-mêmes qui a jamais C'est été aussi aussi basse. négative. Alors, quel que soit là où l'écho cette souffrance, bien sûr, il faut y répondre. On l'a bien compris, hein, plus on agit tôt et plus on laisse de chance à l'avenir de ces jeunes. Mais la situation sanitaire aujourd'hui est mauvaise, on en parle tout de suite. La santé mentale des jeunes, on le comprend, se dégrade depuis plusieurs années. Les moyens pour répondre n'ont jamais été aussi faibles. Pourquoi? Que faire? On en parle avec le professeur Marie-Rose Moreau, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Cité, chef du service de la maison de Solène, co-auteur de Et si nous aimions nos adolescents, alerte ados en souffrance, c'est chez Bayard, et Nos enfants demain, c'est chez Odile Jacob. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, à la technique Noé Chaban, à la vidéo Sacha Krine. Heu, Avant de parler solutions, aux pistes de solutions, la situation aujourd'hui, on sait que la situation sanitaire en général n'est pas bonne, mais en psychiatrie, elle est peut-être encore plus, en tout cas encore plus mauvaise. Qu'est-ce qui manque? Les lits, les spécialistes, les lieux d'accueil, il manque quoi? Alors, et bon, il manque beaucoup de choses, mais c'est surtout ce qui, si je dois choisir, c'est d'abord les professionnels. Mmh. Tous les professionnels, parce que pour soigner les enfants et les adolescents, la première chose, c'est tout ce qui est thérapie, donc de parole, psychomotrice, corporelle, médiation. Enfin, la première intention, hein, ça, c'est nos guidelines et nos bonnes pratiques et nos obligations. Il est très clair qu'en dehors de certaines maladies graves, comme vous avez cité tout à l'heure la schizophrénie, ou des médicaments peuvent être nécessaires en Mmh. première intention, mais sinon c'est des C'est psychothérapies au ça. sens large. Psychothérapie individuelle, familiale, transculturelle, Donc il demande des professionnels et du temps. alors professionnelle, pluridisciplinaire, pédopsychiatre, psychologue, infirmière, aide-soignant, psychomote, orthophoniste. Enfin, on a besoin de tout parce qu'on a aussi besoin de toutes les rééducations. Et donc professionnelle, organisation de soins, temps et formation.
et formation, parce que ce sont des thérapies très exigeantes. Alors maintenant, on a beaucoup d'études qui permettent de les évaluer, donc on sait comment il faut les mettre en œuvre, mais souvent, on n'a pas les moyens. Par exemple, les Anglais qui font des choses très directes sur ces questions, montrent que pour certaines thérapies, si par exemple, on doit faire 2 séances par semaine et qu'on n'en fait qu'une, en fait, elles ne sont pas efficaces. Bon, donc on Oui, sait, bien sûr. on Ouais. sait ça. Mais oui, mais On sait ce qu'il faut faire, mais il faut pouvoir le faire. on sait, voilà. Et on le fait pas toujours. On le fait pas toujours parce qu'on a aussi cette pression de voir tous ces adolescents, et en particulier tous ces adolescents qui ont des idées suicidaires, qui arrivent jusqu'à nos portes et qui nous mettent dans des situations où on se dit, de toute façon, il faut les prendre. De toute façon, il faut s'en occuper. Donc, on essaye de faire au maximum, d'inventer des stratégies. Donc, oui, on manque de professionnels, de temps et de formation. Je lisais le 11 juin, un plan a été annoncé qui a pour but, c'est ce qui était dit, de mieux repérer et soigner les troubles psychiques. 26 mesures qui proposent plus d'adultes formés en milieu scolaire, une offre de soins plus lisible et graduée, plus de soignants formés. Ces mesures qui, sur le papier, sont séduisantes, ça vous paraît d'abord suffisant et est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? Alors non, les mesures me paraissent pas suffisantes, tous les rapports, encore une fois, sont là pour le dire, il y a un principe, en plus, qui n'apparaît pas dans ce plan, c'est que, oui, il faut des structures spécialisées, expertes, de référence, mais il faut renforcer les structures de base. Sur la question de la santé mentale des enfants, des adolescents, il y a une question fondamentale, c'est que pour eux, le temps, c'est ce qui pour nous, est un an, une année, pour eux, c'est 10, quoi. C'est-à-dire que faire attendre un adolescent qui a une idée suicidaire, c'est pas Le possible. faire attendre 6 mois, c'est pas possible. Non. Des fois, ils arrivent aux urgences au mais milieu de la nuit. Mais en vrai, c'est souvent ça qui se passe, hein, c'est 6 mois d'attente. Je le sais. C'est pour ça que je dis que si dans le plan manque cette idée, qui est une idée pourtant qui a l'air évidente, que si on ne n'augmente pas les moyens et les structures de base, on ne pourra pas permettre que tous ces lieux spécialisés puissent aussi faire leur travail dans de bonnes conditions. Donc, moi, je sais que la pédopsychiatrie hospitalo-universitaire est très importante parce qu'elle permet d'améliorer les traitements, elle permet de faire en sorte qu'on invente aussi, parce qu'aujourd'hui, on invente des modalités de s'occuper des familles et des enfants. Je pense par exemple à un développement actuel de ce qu'on appelle les thérapies multifamiliales. C'est extrêmement efficace. C'est-à-dire? Par exemple, on prend 8 à 10 familles qui ont en commun d'avoir un enfant qui a, par exemple, un trouble du comportement alimentaire, et on va faire un travail tous ensemble. 10 à 12 séances. D'accord. Et c'est un travail, alors avec des techniques particulières, mais qui est très efficace parce que non seulement les enfants s'appuient les uns sur les autres, mais les parents également. Et puis, ils évoluent tous ensemble. Bon, mais je prends cet exemple de la même façon qu'on pourrait prendre l'exemple des thérapies transculturelles pour les enfants de migrants. Mais donc, augmenter et puis effectivement donner, donner les moyens à ceux qui sont en capacité de faire. Bien sûr. Et parce que vous savez qu'on a une pénurie de pédopsychiatres, par exemple, donc il y a des endroits où il n'y en a pas du tout, mais il y a d'autres endroits où parce qu'on travaille bien, il y a énormément de possibilités d'action. Donc, il faut, je crois qu'il faut être inventif et accepter de travailler en utilisant l'ensemble des références à notre disposition. Concernant les écrans, le président a annoncé souhaiter interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Alors, les réseaux... Techniquement, apparemment, c'est faisable. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, alors je ne me prononce pas sur les questions techniques. Oui. C'est pour ça, sur le fond. Oui, c'est ça. Sur le fond, moi, les réseaux, ils nous font peur. Les réseaux, les ados les maîtrisent mieux que nous. Donc, ils vivent avec. Ils vivent avec, ils les maîtrisent, ils vont grandir avec. Donc, oui, il faut, comme tous les médias, il faut les réguler, il faut les contrôler, etc. Mais l'idée que
ça serait une manière de s'occuper de la santé mentale des jeunes, je n'y crois pas. C'est-à-dire que c'est pas ça qui, c'est pas en contrôlant les réseaux sociaux qu'on va améliorer la santé mentale de nos jeunes. La santé mentale de nos jeunes, elle suppose des informations, de la prévention et des soins. Et on les a interrogés, hein, le Conseil économique, social et environnemental a mis en place un dispositif de participation citoyenne sur ce sujet. Les jeunes ont formulé des propositions. Ils disent notamment qu'il faut repenser le système scolaire. Ah oui, alors ça, moi aussi, quand j'ai fait le rapport sur le bien-être et la santé à l'école, nous avions donc fait un panel de jeunes et nous leur avions demandé de choisir la mesure prioritaire. Et dans la mesure prioritaire, c'était celle qui concernait l'école. Mais alors l'école, ce qu'ils nous demandaient, je me souviens très bien, c'était que l'école soit bienveillante. C'est ça, Qu'elle ne les lâche pas, qu'elle les abandonne pas. Ouais. Et que à l'école, ce soit justement ce qu'on disait tout à l'heure de manière un peu idéalisée, le havre de paix. Mais c'est ça qu'ils demandaient, un lieu où, si on tombe, je me rappelle de celui qui prenait l'image, si je tombe de vélo, on me remet en selle. Et je crois, ça c'est un exemple tout simple. Et ça, vous pensez qu'il y a une prise de conscience dans notre pays de ça, au niveau des autorités? Alors, non. Je ne crois pas qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et surtout, je crois que notre société, quand je dis notre société, c'est nous les parents, nous les professionnels, nous tous, nous ne représentons pas le fait d'apprendre comme quelque chose qui peut se faire de manière fraternelle et égalitaire. Il y a vraiment une notion d'élitisme qui va jusqu'à effectivement l'excès, enfin, une sorte d'attente excessive qui fait que les plus fragiles restent sur le côté. Ils disent d'ailleurs, il faut le noter, ces jeunes, dans cette participation citoyenne, qu'il faut une école plus inclusive pour les jeunes en situation de handicap ou en souffrance psychique. Eux, ils le verbalisent, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Comment ils peuvent aider leurs ados? Alors, oui, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les livres que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que d'abord qu'il faut qu'on ait nous les parents, qu'on ait une représentation bonne ou suffisamment bonne, comme disent les pédopsychiatres, c'est-à-dire qu'on voit tous leurs aspects positifs et puis tous leurs aspects singuliers. Et c'est ce qu'on traduit par quand on dit aimer, mais aimer au sens de c'est pas de l'amour. On peut aimer ses enfants, on doit, ça c'est autre chose. Mais c'est pas de ça dont je parle. Oui. Mais c'est aimer, c'est-à-dire les trouver aimables, oui. Trouver qu'ils ont plein de choses, et puis que finalement faut les valoriser. Puis imaginer qu'ils vont faire des choses peut-être meilleures que nous, que nous, et que ils vont peut-être. On a à apprendre d'eux. Qu'on a à apprendre d'eux et que peut-être ils vont faire le monde meilleur que celui qu'on est en train de leur laisser. Donc c'est ça, cette idée vraiment de croire en eux, d'imaginer qu'un autre monde va continuer à être possible et que ce monde, c'est eux qui vont le rendre meilleur. Juste en 10 secondes, la prévention aussi existe dans la santé mentale et c'est important parce qu'on pense toujours à la santé physique. On peut prendre soin de sa santé mentale en dormant bien, en mangeant bien, en faisant du sport. C'est le rôle de qui ça? De l'école? C'est vraiment, vous avez 10 secondes, c'est le rôle de l'école, des parents? De tous, parce qu'effectivement, toutes ces conditions, même le sport, la nature, les relations avec les autres, aller au musée ou peindre dans la rue, c'est le rôle de tous. Merci infiniment, Marie-Rose Moreau, d'être venue nous parler.